tire de profondeur. Let me breathe again. Voilà, Et voilà, c'est la fin de l'émission sur la musique. On en fera d'autres, hein, parce que franchement, de toute façon, c'est vraiment le sujet qu'on ne peut pas épuiser par la parole. Et donc, Jean Kelevitch dit ça, je ne l'ai pas lu dans l'émission, j'avais prévu de le faire, il ne faut jamais rien prévoir. Il dit ceci, comme ça nous l'aurons pour Internet. Quand le conférencier a enfin terminé son interminable conférence sur Debussy et que Debussy lui-même prend à son tour possession de l'espace sonore, quand l'enchanteresse élève sa voix enchantée, nous sommes transportés dans un autre monde, un monde inespéré, ensorcelé sur lequel les mots n'ont plus de prise. Ce merveilleux je ne sais quoi n'a aucun rapport avec le radotage qu'on vient d'entendre. No offense. No offense. No offense. No offense. Non, on aurait pu rester davantage sur Nietzsche et Wagner, je pense, s'il y avait quelque chose de très important à dire là, sur la nature même de la musique. Oui, parce que vraiment, le rapport de Nietzsche à Wagner est entièrement déterminé par toute l'évolution de son évaluation de la culture. Ouais. Et il va s'agir à la fois vraiment de configuration physiologique, psychologique, morale, autour de la question du nihilisme. Et ça va accompagner vraiment toute la pensée de Nietzsche. Parmi les derniers ouvrages, enfin, le cas Wagner et Nietzsche contre Wagner sont des ouvrages extrêmement importants. Et par ailleurs, il y a évidemment toute cette dimension biographique. Nietzsche a été profondément blessé et profondément déçu par l'évolution de Wagner. Ah oui, quand il dit à Lisbeth, Wagner n'a pas été grand, tout est dit. Mais il y a un truc quand même étonnant, il paraît, est-ce que tu confirmes ça, qu'un jour, d'abord Nietzsche est allé passer ses vacances avec les Mendelssohn, ce qui passe très très mal chez Wagner évidemment, et l'autre truc, c'est qu'il paraît qu'un jour Nietzsche arrive à Tribschen, donc il se met au piano et joue du Brahms. Oui. Et c'est le genre de truc qui évidemment Wagner sanctionne une rupture définitive. Wagner détestait Brahms. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que Nietzsche était lui-même compositeur, amateur. Il a fait un certain nombre de pièces. Comme Rousseau d'ailleurs, on l'a pas dit. Absolument, il avait le devin du village. Ouais. La musique de Nietzsche est très influencée par Schumann et Brahms. Ce qui est assez étonnant. Nietzsche a changé d'avis sur Schumann. Quand il a commencé à développer sa critique du romantisme de manière générale. Mais le style de Nietzsche est assez marqué par Schumann. Évidemment, c'est intéressant de voir combien sa production, la production musicale de Nietzsche ne peut pas être à la hauteur de ses grandes ambitions pour la musique, comme fait de culture, et comment, d'une certaine manière, ce que Nietzsche ne peut pas faire dans la musique, puisqu'il n'est pas un grand musicien, il va le faire dans la langue, par le style. Ouais. C'est-à-dire que c'est un des... Il le disait lui-même parce qu'il n'était pas modeste, mais c'est un des plus grands prosateurs de langue allemande. Il n'y a pas de doute. Il y a pas de doute. Enfin, il regrettait beaucoup de ne pas écrire en français, paraît-il. Oui. Il y a des petites sentences en français, on les retrouve en italique dans l'édition française. Oui, c'est vrai que c'est un génie du langage insensé. Mais moi j'ai l'impression que tout chez Nietzsche se ramène à la musique. Que toute béatitude est musicale, que toute gaieté est musicale. Tiens, la fin du Gai Savoir. Oui. Une musique assez gaie pour ne pas chasser nos idées noires. Absolument. Quand même très fort, ça. Que tout est musical, tout est toujours musical. Dès qu'on prend un risque, dès qu'on est dans le périlleux, dès qu'on est dans l'audace ou dans l'inventivité, on est dans la musique. Et la danse. Et la danse. C'est-à-dire cette manière qu'a le corps de se rythmer autrement, de faire circuler ses flux, pour parler à la Deleuze, ou de faire circuler son énergie, sa volonté de puissance en réalité, de manière artiste sur la musique. Oui, c'est-à-dire autrement que par une injonction souveraine ou altière ou venue d'en haut. Il y a une autre façon de prendre de la hauteur finalement. Qui est de marcher sur la pointe des pieds plutôt que de se regarder d'en haut soi-même pour dire ce qu'on vaut ou ce qu'on est ou ce qu'on doit faire. En plus, la musique chez les philosophes avant Nietzsche a été souvent maltraitée. Les philosophes qui ont proposé des esthétiques se sont beaucoup plus arrêtés sur les arts plastiques. L'architecture, la sculpture, tout ça, pour Hegel par exemple, c'est extrêmement important. Hegel parle assez mal et assez peu de la musique. Il n'y a qu'un seul philosophe qui a donné au fond à la musique un statut quasi métaphysique, c'est Schopenhauer. Voilà. Et au fond... Sauf qu'il y a quand même, la musique est quand même prise chez Schopenhauer dans son procès des passions. Bien sûr. Dans une volonté de supprimer le désir. Sauf que ce qui est intéressant dans la... Il y a une puissance cathartique de la musique, il lui fait jouer quand même le rôle exactement inverse au rôle que Fellini.
la musique chez Nietzsche est quand même un intensificateur de l'existence, alors que chez Schopenhauer, elle a pour but de faire taire le désir. Mais c'est au fond sur ce point de conversion que Nietzsche va travailler. C'est-à-dire que ce qu'on disait à propos d'une expression qui ne soit pas ni celle d'un individu, ni celle d'une communication, au fond, ce que fait Schopenhauer, il dit, voilà, quel est l'art qui nous rapproche le plus du monde comme volonté, c'est-à-dire du monde qui n'est pas encore phénomène, qui n'est pas encore forme, qui n'est pas encore individuation. Une sculpture, Apollinien dirait l'autre. Apollinien dirait l'autre. Alors évidemment, Schopenhauer embarque la musique dans cette morale ascétique qui sera la sienne et dans cette métaphysique de l'art, dans cet art métaphysique qu'il fabrique. Il est platonicien à la fin, mais c'est vrai que au départ, la musique est perçue comme l'expression. Et ça, voilà, c'est très pure. Important parce que c'est au fond un préalable à la critique du sujet par Nietzsche. C'est-à-dire que pour Nietzsche, au fond, le dionysiaque, la musique, est une manière de penser l'expression, la force, la volonté, la puissance, selon d'autres critères que les critères du sujet. C'est bizarre quand même ce retour nietzschéen à l'apollinisme. Notre façon qu'il a de critiquer, enfin on a le sentiment qu'il surmonte un univers apollinien au profit d'un chaos véritable. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, et puis à la fin, à la fin, il parle du grand style, les anneaux du grand style. Il dit qu'il mieux vaut Racine, l'écrivain qui sanctifie le désordre de ses pensées, qu'il faut de la haute tenue, l'éloge du plus grand style. Les mauvais lecteurs de Nietzsche, d'ailleurs, ils voient chez Nietzsche un goût de la norme, qui, à mon avis, n'est pas le cas, mais c'est quand même son rapport au classicisme est intéressant. Oui, parce que oui, avec les dernières années du travail nietzschéen, il y a une grande réévaluation de Goethe, par exemple, que Nietzsche attaque au début de sa carrière philosophique et qu'il réhabilite beaucoup. Pourquoi ? Parce que ce que fait le classicisme impose des contraintes. Or, toute la théorie de Nietzsche est une théorie des forces et de la puissance. Et les forces ne s'expriment, ne gagnent en puissance que dans l'opposition. Que dans l'opposition. Alors l'opposition interne, l'opposition externe à des forces hostiles et contraires. Donc il y a tout intérêt pour Nietzsche à chercher des formes qui soient contraignantes, résistantes, parce qu'il n'y a pas de force sans résistance. Et que ça fait partie de la nature de la force. Et d'ailleurs, il y a un texte de Jankélévitch, on ne dira jamais assez d'ailleurs, parce que Jankélévitch lui-même ne le disait pas, à quel point Jankélévitch et Nietzsche se ressemblent de temps en temps. Mais il y a des textes de Jankélévitch où il parle de la supériorité de la poésie sur la musique, expliquant que la poésie est supérieure à la musique en cela qu'elle a encore plus de contraintes. Oui. Puisque aux contraintes de la forme ou du rythme, etc., s'ajoute la contrainte d'un langage, donc de cette infirmité verbale qui fait que la poésie est obligée de bâtir de l'inédit avec l'outil le plus éculé qui soit, qui est le mot. Ouais. Alors, tout ce qu'on a dit sur la musique, langage, sans communication, etc., il faudrait le relire à la lumière de la théorie musicale, de l'harmonie, des règles de contrepoint d'harmonie qui font, au fond, d'une certaine manière, que la musique est surchargée de contraintes. Et c'est intéressant parce que, comme dans la poésie, chaque période va aller au bout des contraintes possibles jusqu'à des points de rupture. Beethoven va être contraint de rompre, mais ça va être exactement ce travail nietzschéen titanesque de faire éclater de l'intérieur les contraintes. Il y a toute une part très classique de classicisme chez Beethoven, mais qui est parcourue par la volonté de faire exploser quelque chose. Mais Beethoven va devenir le nouveau carcan pour toute une génération qui va avoir beaucoup de mal à s'en sortir, jusqu'à Mahler par exemple. Mahler va lui, alors pour le coup, vraiment chercher une musique cosmique, la symphonie comme instrument de l'univers. Et la musique a ces contraintes très très fortes. Ce qui est très étonnant dans la musique, c'est que nous pouvons en avoir une perception immédiate. Ce qu'il y a à propos de la poésie, par exemple, il y a le langage. Alors ensuite, la question de l'interprétation, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça évoque pour moi, c'est une chose. Mais il y a la médiation du langage. Dans la musique, on a l'impression qu'il y a une parfaite immédiateté. Et dès qu'on commence à regarder le texte de la musique, parce que la musique la musique occidentale, en tout cas, est
très précisément écrites. Et si on commence à faire une espèce de travail de philologue, on se rend compte que le langage musical est extrêmement, non seulement complexe, mais extrêmement contraignant. Et au fond, si on n'est pas musicologue, si on ne passe pas sa vie à analyser les accords de septième de dominante dans les symphonies de Mozart, on se dit, mais comment ça travaille, toute cette science-là? On parle de musique savante à propos de la musique classique, et depuis l'Antiquité, on l'a dit tout à l'heure, la musique et mathématiques sont associées. On se dit, voilà, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas géomètre, est-ce que je peux rentrer ici? Voilà. Il y a vraiment cette idée que la musique nous parle immédiatement, alors qu'au fond, son langage nous est absolument hermétique, quand nous ne sommes pas des spécialistes de musicologie. C'est le problème du discours musicologique. Il y a de grands musicologues. C'est aussi le problème de toute expérience qu'on peut résumer à sa fulgurance quand on l'éprouve et qui, quand on la détaille, a des ramifications indéfinies. La question toujours de savoir si on tue la poule aux œufs d'or quand on analyse. Moi, j'ai tendance à penser que l'analyse est une autre méthode d'interprétation. Je ne suis pas contre l'analyse, je ne suis pas contre qu'on repère. Si elle devient une fin en soi, elle est mortifère. Bien sûr. Mais si l'analyste est capable de conserver la candeur d'un mélomane qui, entendant une musique, trouve ça merveilleux, tout va bien. En même temps, il y a eu tout un courant de la critique. En littérature, c'était la même chose. Un courant de la critique, au fond. La critique a fait des malheurs. La critique a fait. En musique, c'était la même chose. On parlait de musique à programme. On avait des pages entières de telle ouverture d'une symphonie de Beethoven évoque le lever du soleil et la violence rebelle du titan, ceci, cela. On a raté Marion qui dansait. Ça, c'est très drôle.